La réaction du président du Faso 24 heures après l'attaque terroriste contre un convoi de la société minière Semafo, attaque qui a fait 38 morts selon un bilan provisoire. Le chef de l'État burkinabé décrète un deuil national de 112 heures et annonce le recrutement de volontaires dans la lutte contre le terrorisme. La cohésion sociale et la lutte contre le terrorisme, justement, l'État et les organisations de la société civile veulent un partenariat orienté dans ce sens. Le cadre de concertation État-OSC s'est ouvert ce jeudi à Ouagadougou. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. 38 morts et plusieurs blessés. Bilan provisoire de l'attaque du convoi de la société minière Semafo dans la région de l'Est. Le président du Faso décrète un deuil national de 112 heures à compter de demain vendredi. Il appelle à la mobilisation générale contre le terrorisme et annonce un recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace. On l'écoute. Une fois de plus, notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, au nom de la nation entière et à mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, ces actes ignobles qui relèvent d'une autre époque visent à semer la psychose au sein de notre peuple et à déstabiliser notre démocratie. Il nous faut rester dignes et courageux. C'est pourquoi j'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, en ces moments difficiles, tout en saluant la résilience de nos braves populations et l'engagement résolu et déterminé de nos forces de défense et de sécurité, j'invite les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à l'union sacrée pour la défense des intérêts supérieurs de la nation menacée. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. Et pour respecter ce deuil national, on apprend que le président du Faso a annulé sa participation au sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu demain à Niamey sur la situation de la Guinée-Bissau. C'est dans un tel contexte que gouvernement et organisations de la société civile se réunissent pour la 4e fois autour d'un cadre de concertation habituel, 4 jours pour parler de cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. Les OSC sont mises à contribution pour un Burkina réconcilié et paisible. Et bien entendu, les pensées à l'ouverture allaient à l'endroit des fils et filles tombés hier dans l'attaque terroriste sur l'axe Ouagadougou-Bongo. Luc Pabelgem. Il y a des moments dans la vie d'une nation où l'hymne national retentit comme une lueur d'espoir. Encore plus à l'ouverture de la 4e session du cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les organisations de la société civile. Comme si le thème était prémonitoire, la rencontre axée sur l'insécurité, la cohésion sociale et le terrorisme intervient ce 7 novembre 2019 et juste la veille, le Burkina Faso enregistrait de nombreux morts dans une embuscade dans la région de l'Est. C'est cette lourde atmosphère qui pesait à la salle des conférences. Il existe des motifs de se réjouir de l'organisation de cette session, financée cette année sur le budget propre de l'État. Il importe également de saluer la mobilisation exemplaire des représentants des organisations de la société civile, tant à travers les ateliers préparatoires au sein du comité d'organisation, toute chose qui a indubitablement contribué au succès de cette activité.
Partenariat État-OSC, quel défi pour une lutte efficace contre l'insécurité et le terrorisme? Pour les OSC, ce thème interpelle et rappelle au-delà que les Burkinabés doivent tous regarder dans la même direction. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre les efforts et invitons le président du Faso à aller partout, à travers le monde, là où l'on espère bénéficier d'appui et d'accompagnement susceptibles de contribuer à mettre fin au terrorisme au Burkina Faso. Mais l'arme redoutable pour y parvenir demeure l'unité des Burkinabés, la cohésion entre les filles et les fils de ce pays. Dans cette lutte engagée par le Burkina Faso contre le terrorisme, le système des Nations Unies réitère son engagement aux côtés du peuple burkinabé. Les divisions et adversités inutiles doivent céder la place à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Éprouvé mais pas effondré, c'est l'attitude du pays en ces moments durs. Pour Christophe Joseph-Marie Dabiré, il est temps de se mettre ensemble, sinon toute lutte serait vaine. Comment peut-on vaincre nos ennemis si nous l'affrontons en rang dispersé? Comment notre vaillant peuple peut-il espérer relever les défis de l'insécurité et de l'effritement de la cohésion sociale s'il affronte ces fléaux de façon désorganisée? Les générations d'aujourd'hui n'ont pas le droit de trahir le sacrifice consenti par nos devanciers, car au rendez-vous de l'histoire, elles seront rattrapées par cette incurie. Outre les questions sécuritaires, plusieurs autres sous-thèmes sont retenus pour ces travaux qui vont du 7 au 10 novembre. Celles se portant au rôle de la société civile dans la pacification des processus électoraux, à la promotion d'une exploitation minière apaisée, devraient aboutir à des propositions pouvant ramener le Burkina Faso dans sa quiétude d'antan. Voyons à présent ce rapport. Il révèle que plus de 80% des Burkinabés sont employés dans le secteur informel. Rapport rendu public ce jeudi à Ouagadougou par l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Magid Bakouan, Roméo Koïta. Le nombre d'unités de production informelle identifiées en 2018 au Burkina Faso est d'environ 2 300 000. Ce nombre est en hausse de 735 000 unités informelles par rapport à 2015, soit une augmentation de 10,5%. Ces secteurs informels emploient près de 87% de la population burkinabé. Ces chiffres proviennent du rapport 2018 de l'Institut national des statistiques et de la démographie sur l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel. Un rapport présenté ce 7 novembre aux acteurs concernés. Nous avons un emploi qui est caractérisé par son caractère informel. Alors parce que vous vous êtes rendu compte que près de 87% de la population est de l'emploi informel. Et puis, lorsqu'on prend par l'emploi salarié, ça ne concerne qu'une petite partie de la population et nous avons que ces salariés proviennent en majorité de l'administration publique et nous avons un taux de l'ordre de 89% d'emplois salariés qui proviennent de l'administration et seulement 11% qui viennent du privé. Voilà. Donc voici de manière caricaturée un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne les statistiques de l'emploi au niveau de Burkina. L'objectif de cette enquête est de mettre en place une base de données fiable sur l'emploi et le secteur informel dans les États membres de l'UEMOA. L'opération devrait permettre une meilleure prise en compte du secteur informel dans l'économie burkinabé. Je ne peux pas dire qu'à partir de cette enquête, on va trouver toutes les solutions, mais ça donne quand même des statistiques qui permettent de caractériser le secteur et de prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des branches d'activité qui emploient et voir quel type d'accompagnement on peut mettre en place pour permettre à cet emploi-là d'évoluer dans des conditions plus décentes. Comme vous le savez, les résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi du secteur informel sont très importants pour notre union. C'est pour cela qu'effectivement, au niveau de la commission de l'UEMOA, nous avons financé la réalisation de cette opération dans l'ensemble des 8 pays. L'objectif, c'était de pouvoir bien connaître le secteur informel pour prendre bien
en compte ces données dans la création de richesses. L'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel est réalisée dans les pays membres de l'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre du programme statistique régional 2015-2020. La parole aux plus jeunes, c'est à la faveur du Forum régional des enfants du plateau central, initiative de l'ONG Children Believe qui veut susciter la participation des jeunes à la gestion de leurs problèmes. Archimède Boy. Ces enfants ne voulaient pas se faire compter l'événement. Debout, assis à même le sol, ils ont pris d'assaut la salle abritant le Forum régional des enfants du plateau central. Une rencontre assortie de messages destinés aux autorités présentes. Nous souhaitons que tous les enfants soient scolarisés et qu'ils poursuivent leur circuit scolaire jusqu'à la fin afin d'avoir un avenir radieux. Nous souhaitons qu'à l'horizon 2024, il n'y ait plus un seul enfant de 6 à 16 ans non scolarisé et moins d'enfants déscolarisés dans notre région. En organisant ce forum, l'ONG Children Believe donne ainsi la parole aux plus jeunes. Redevabilité sensible à l'enfant, c'est sous ce vocable qu'est placé cet événement. Une notion qui vise la participation des jeunes dans la résolution des maux qui les minent. La redevabilité sensible à l'enfant est donc développée comme une approche pédagogique, facilitant la participation des enfants dans la mise en œuvre des ODD qui visent à éradiquer la violence faite sous toutes les formes d'ici 2030. Elle aide aussi les enfants à identifier, à analyser et proposer des solutions aux problèmes de leur communauté avec méthode par l'encadrement d'adultes avisés. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, le professeur Stanislas Waro, n'est pas resté insensible aux différents messages véhiculés. Je les ai entendus, donc tous ces enfants s'exprimer, déjà bien s'exprimer. Donc le premier effet, c'est de dire que ces enfants-là sont bien formés. Maintenant, c'est clair que j'ai été aussi interpellé et très sensible à l'effet de travailler à éviter la déscolarisation des enfants, travailler à ce que tout le monde puisse aller à l'école. C'est ces efforts que nous faisons, mais nous sommes face à des défis que nous devons surmonter. Donc j'ai été extrêmement sensible à ça. Et surtout, quand un des enfants a dit « Pourquoi vous scolarisez vos enfants et vous ne voulez pas que les autres soient scolarisés ?» C'est parce que ce ne sont pas vos enfants. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très fort qui nous interpelle. Au cours de cette cérémonie, Children Believe a remis un chèque d'1 million de francs CFA pour assurer les frais de scolarité de 10 jeunes filles. L'ONG soutient les enfants défavorisés, leurs familles et leurs communautés afin de créer un monde meilleur pour tous. Les pôles de croissance et de compétitivité, le droit foncier, le comité de pilotage des pôles de croissance mène la réflexion. Il y a visiblement des difficultés de mobilisation du foncier pour le développement de ces pôles. Madina Sieno. Mobilisation des ressources foncières pour les pôles de croissance et de compétitivité. Quelle stratégie pour la purge des droits fonciers? C'est autour de ce thème que vont se dérouler les travaux de la première session ordinaire de l'année 2019 du Comité national de pilotage des pôles de croissance. Au cours de cette rencontre, les membres du dit comité vont dresser le bilan de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de 2018 et donner des orientations pour l'élaboration du plan de travail annuel de 2020. Depuis l'adoption du modèle pôle de croissance et de compétitivité en 2011, la mobilisation du foncier reste confrontée à des contraintes majeures qui, si elles ne sont pas levées, risquent de compromettre fortement les impacts recherchés. C'est à ce titre que le thème de la présente session, mobilisation des ressources foncières pour les pôles de croissance et la compétitivité, quelle stratégie pour la purge des droits fonciers, revêt une grande importance. En effet, de la conception à la formulation des pôles de croissance, la question foncière doit être traitée avec parcimonie pour une capacitation du dit pôle. Les pôles de croissance constituent des projets majeurs pour le Burkina Faso, et ce au regard de l'importance de leur effet attendu sur la production, la croissance économique et l'emploi.
Aujourd'hui, nous avons donc le pôle de croissance de Bagré qui fonctionne, malgré les difficultés bien sûr, et qui a déjà à terme pour 2020, qui devait pouvoir nous permettre d'avoir 30 000 emplois créés. Nous avons aujourd'hui plus de 27 500 emplois qui sont déjà créés. Nous pensons que c'est bon et plus de 30 000 et quelques hectares donc, qui sont déjà aménagés et prêts pour accueillir les agro-investisseurs. Et vous avez vu que nous sommes en train donc de réactiver donc le dispositif de communication pour encore rappeler les agro-investisseurs qui s'étaient donc manifestés depuis pour qu'ils puissent prendre place dans les plaines qui ont été aménagées à cet effet. La politique de promotion des pôles de croissance et de compétitivité au Burkina Faso a été menée dans le but d'accélérer l'atteinte des objectifs de mise en place de richesses partagées dans les territoires à travers la construction de plusieurs pôles de croissance, selon le ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire. Cette visite de chantier de la ministre en charge du développement de l'économie numérique, c'est sur la station satellite réalisée par l'AMPTIC, l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication. Un investissement majeur pour le développement du secteur du numérique. Majid Bakouan, Roméo Kouita. Voici la toute nouvelle station satellite réalisée par l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication. Mise en œuvre dans le cadre du projet d'appui au développement des TIC, PADTIC, cette infrastructure va permettre de renforcer le réseau informatique national de l'administration publique. Vous savez que nous sommes en train de déployer la fibre optique sur le plan national, mais il est important pour nous de diversifier nos sources de connexion, de diversifier la technologie. Et c'est en cela que nous saluons ce projet. Et c'est un important projet qui est toujours utile parce qu'au-delà de la fibre, et souvent en cas de coupure, on a besoin d'avoir de la redondance, on a besoin d'avoir une autre source de connexion pour que les gens continuent à bénéficier des communications électroniques. Donc c'est un excellent projet. Le projet est financé par la coopération luxembourgeoise à un peu plus de 14 milliards de francs CFA. Je suis très satisfaite parce qu'on est sur une même longueur d'onde en ce qui concerne la priorité à accorder à la connectivité, justement par les moyens satellitaires. Donc le Burkina Faso, un pays avec des régions qui sont étendues, éloignées, et c'est important d'investir dans les nouvelles technologies pour permettre d'apporter la connectivité dans les zones les plus reclues également. Donc je pense qu'on est tout à fait conscient de l'importance du projet des deux côtés, des partenaires, donc aussi bien au niveau du gouvernement burkinabé que de notre côté. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Nous estimons que c'est une des clés de développement et également un vecteur pour faciliter, ne serait-ce que maintenant aussi, la gestion des situations sécuritaires. Selon Adja Fatmata Ouattara, à la fin du projet, 42 provinces du Burkina Faso seront interconnectées via le réseau informatique national de l'administration publique. Il permettrait également de raccorder plus de 700 bâtiments administratifs et de réaliser des réseaux locaux. Des lits et des vivres pour les patients de l'hôpital Sourou Sanou et les pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. C'est un geste de fidèles musulmans de l'Ouest, une tradition qui dure depuis des décennies. Soto Justin Dabiré. C'est un don de matériel et de vivres composé entre autres d'oranges, de savon, de boîtes de sardines, de biscuits pour les enfants et de matelas qui a été offert au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso par les musulmans de l'Ouest. Pour Zakaria Zongo, membre du comité d'organisation, ce don suivi de la visite aux malades qui a sa 27e édition est un geste de solidarité qui permettra d'accompagner les malades dans les soins et de soulager leur moral. Chaque année, à cette période, les musulmans se retrouvent à l'hôpital ici. Une manière d'apporter notre soutien aux malades, notre soutien matériel, physique et spirituel. Et également, en plus de ce que nous donnons aux malades, nous avons des dons que nous donnons à l'hôpital. Parce que ces dons-là vont servir aux autres malades qui vont venir. Et aussi, nous pensons également aux autres malades qui sont dans les CIMA. Et dans les années à venir, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, nous allons étendre nos activités à d'autres services et également aussi augmenter l'offre, augmenter les dons au bénéfice des malades et à l'hôpital. Ce don aux malades est bien accueilli par les malades, leurs parents et les responsables de l'hôpital Sourou Sanou.
C'est toujours avec un grand plaisir que l'hôpital accueille cette action des musulmans selon le représentant du CHU de Bobo. Un sentiment de joie que nous avons reçu la communauté musulmane qui a bien voulu encore, je dirais, c'est une coutume parce que chaque année ils font ce geste à l'endroit de nos malades pour leur témoigner quand même une assistance matérielle. Et au nom de tout le personnel de l'hôpital et des malades, nous tenons à dire merci à la communauté musulmane pour ce geste combien important qui viendra soulager un peu les bénéficiaires qui sont les malades, les usagers de l'hôpital. Au Kassoum Sanou, maire de la commune de Faux et parrain de cette remise de dons, l'action des musulmans matérialisée par le don de matériel de vivre traduit la solidarité, la tolérance et la cohésion sociale qui caractérisent la religion musulmane. Ce qui vient de se passer ce matin, c'est montrer le vrai visage de l'islam. L'islam, c'est une religion de paix, de tolérance, de solidarité. Et à travers ce geste de ce matin, l'islam montre aussi toute la solidarité qui allume cette religion. Donc nous avons voulu par ce geste-là penser à ceux qui sont sur les lits d'hôpital, qui ne sont pas dans leur famille, qui souffrent dans leur chair, montrer que nous sommes de cœur avec eux. En plus du don à l'hôpital Sourou Sanou, les musulmans de l'OS ont aussi remis des vies au serment de Do et au serment de Dafra. Des kits et des vêtements ont été également remis aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso Macébé. La médaille de chevalier de l'ordre des Palmes académiques à José Maria Fora, directeur Monde Éduco. Droit à l'éducation, droit dans l'éducation et droit à travers l'éducation. 3 axes dans l'action de l'ONG Éduco au Burkina Faso. Des actions aux résultats probants. Le ministre en charge de l'éducation nationale reconnaît le mérite de cette ONG. Stéphanie Ia. Le directeur monde de l'ONG Éduco fait chevalier de l'ordre des Palmes académiques. C'est le fruit de 15 années de travail, 15 ans pendant lesquels Éduco a entre autres construit environ 132 000 salles de classe dans le Yatenga, selon le directeur pays. Le bien-être des enfants et la normalisation des écoles sous Payotte, c'est son ambition. Dans certaines zones de notre pays, notamment dans le nord du pays, ils interviennent dans la réalisation d'écoles pour effacer les paillotes. Ils accompagnent aussi nos institutions d'éducation de base en matière d'outils pédagogiques, d'outils didactiques, mais aussi en matière de matériel roulant pour leur permettre d'aller encadrer les enseignants. Tout ça pour agir sur la qualité. Ils interviennent dans le domaine de la nutrition, dans le domaine du droit des enfants, extraire les enfants des sites d'orpaillage pour les mettre à l'école et tout. Et ils ont un budget donc annuel d'un peu plus de 6 millions d'euros. C'est donc une médaille bien méritée pour le patron de l'organisation qui y voit le fruit d'un travail d'équipe. Merci beaucoup. Ça, c'est le fruit d'un travail ensemble. Notre position d'Éduco à Burkina, c'est travailler ensemble. Qu'est-ce que veut dire? C'est un peu plus de budget. C'est parce que le travail ensemble, c'est très bon. Et nous considérons à Éduco Global, les patronats d'Éduco considèrent que c'est très important pour nous pour être là. Cet insigne sonne comme un appel à plus d'ardeur au travail. L'ONG semble l'avoir compris car déjà tourné vers les projets en cours. Nous avons un paquet de projets avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons le projet qu'on appelle projet d'éducation, d'un coût annuel d'environ 400 millions de francs CFA, sur des questions d'accès à l'éducation avec la construction des écoles. Nous travaillons sur ce 3e axe à renforcer l'implication des parents, mais surtout aussi les enfants dans leur propre système éducatif. Outre les rencontres avec les autorités burkinabées, José Maria Fora a aussi eu un tête-à-tête avec le personnel de Éduco, question de les appeler à plus de dynamisme dans le travail pour de meilleurs résultats. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. 20h15, le JT Moré avec Rihanna Tawina. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.